Aujourd'hui, à l'heure du développement durable, on parle d'une ressource aussi imposante qu'essentielle, l'eau. Comment se préparer aux inondations? Pourquoi une bonne gestion de l'eau potable est si importante? Pour approfondir ce sujet, je rencontre Hélène Levasseur, directrice recherche et éducation à Architecture sans frontières Québec, Nilsen Zepeda du Conseil régional de l'environnement de Montréal, Rémi A. et Maya Vodanovic de la Ville de Montréal, mais avant tout, je vais à la rencontre de Rebecca Pétrin, directrice générale de l'organisme Au Secours. Alors, Rebecca, j'ai une question pour toi. On dirait que je trouve ça difficile de bien comprendre, de dresser un portrait judicieux de l'état de l'eau au Québec. La disponibilité, l'état des eaux aussi, la qualité de l'eau. Est-ce que tu es capable de répondre à ça? On a des données de base. On sait que le Québec est propriétaire de 3 de la ressource mondiale en eau douce. On sait que le bassin versant du fleuve Saint-Laurent, donc qui est juste ici avec nous aujourd'hui, qui s'étend en fait, qui commence au Grand Lac, présent en Ontario, puis au Québec, jusqu'à l'embouchure dans la mer, représente 1,2 de la ressource en eau mondiale pour seulement 0,2 de la population mondiale. Donc, ce qu'on peut voir à la base, c'est qu'au Québec, on est chanceux parce qu'on a beaucoup plus d'eau que la représentation démographique qu'on en a. L'eau, c'est une ressource qui est malheureusement répartie de façon inéquitable. Si on regarde juste au Québec, notre ressource en eau est très présente dans le nord du Québec et de moins en moins présente dans le sud du Québec. Ce sont des défis auxquels on doit faire face. Malheureusement, on ne peut pas déplacer des masses d'eau. On doit pouvoir en avoir suffisamment là où on en a besoin. Côté qualité de l'eau, l'eau du Québec a eu des moments en période industrielle où elle a servi de rejet de plusieurs contaminants. Heureusement, on a pris beaucoup d'initiatives dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, l'eau est de meilleure qualité qu'elle ne l'a été dans le dernier siècle. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour maintenir cette qualité d'eau-là, mais on est sur une bonne voie. Et en termes de qualité d'eau, tu dis que là, ça s'en vient de mieux en mieux, mais il y a encore beaucoup de contaminants, de polluants. En fait, les deux principales sources de contamination sont le milieu agricole et le milieu municipal, donc toutes les eaux usées des municipalités. Le premier milieu, le milieu agricole, malheureusement, est à la hausse parce qu'on a développé de plus en plus de terres agricoles et parce que l'agriculture s'est industrialisée. Avec cette industrialisation-là, on a vu l'apparition des pesticides, insecticides et de plus en plus de matières fertilisantes, donc le purin et le finique, étalés dans les champs. Le manque de bandes riveraines pour filtrer ces contaminants-là fait que lorsqu'il y a des fortes précipitations, donc de pluie, de neige, ça lessive les terres agricoles et ça amène tous ces composés chimiques-là dans nos cours d'eau. Le second contaminant très présent, c'est les rejets d'eau usée mal traités des municipalités. Donc, beaucoup d'installations traitement d'eau usée ont été développées dans les 30-40 dernières années. Malheureusement, certaines municipalités se sont développées très rapidement et les services n'ont pas pu suivre. Donc, certaines municipalités ont vu tripler, quadrupler leur population. Malheureusement, les installations n'avaient pas été prévues pour ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Est-ce que tu dis qu'ils sont maltraités? C'est parce que là, il y a une affluence trop élevée? Exactement. Donc, trop d'eau à traiter pour les bassins. Et puis, avec les épisodes de pluie qu'on connaît de plus en plus, donc des pluies drues, secs et énormes, cela fait déborder les bassins et malheureusement, on a des quantités d'eau qui sont déversées directement dans les plans d'eau, dans l'environnement, sans avoir subi de traitement. L'autre problématique, c'est ce qu'on appelle les contaminants émergents. Donc, c'est tous des nouveaux produits qui ont fait leur apparition dans les dernières années. Donc, on parle de microparticules de plastique. On parle des produits chimiques qui sont présents dans crèmes, produits composés chimiques, produits nettoyants. Donc, ce sont des composés qu'on n'avait pas avant. Tout ce qui est médicaments également, produits pharmaceutiques, ce sont des produits qui, il y a 40 ans, on n'avait pas prévu en avoir autant dans nos eaux usées. Donc, les usines de traitement, de filtration ne sont pas efficaces adéquatement pour traiter tout cela. Et à Montréal, comment ça se passe? Je me rends au parc Pierre-Dansereau rencontrer Maya Vodanovic, responsable du dossier de l'eau au sein du comité exécutif de la Ville.
faut savoir que les gens veulent toujours qu'on en fasse plus, que l'eau soit plus propre, que tout soit mieux. Mais il faut savoir d'où on part. Il faut savoir que jusque dans les années 80, tous les égouts de la ville de Montréal sortaient directement dans le fleuve. Alors, oh mon Dieu, on dirait que je suis comme outrée d'entendre ça, mais en même temps, c'est pas inconnu. Oui, il y avait plein d'émissaires tout autour de l'île et toutes les petites villes déversaient directement. Alors, à partir des années 80, bien là, tout a commencé à être combiné. On a mis tous les égouts ensemble dans des immenses tuyaux. Il y a 2 immenses tuyaux collecteurs au nord et au sud de la ville qui mènent jusqu'à l'usine d'épuration des eaux dans l'est de Montréal. Alors là, c'est la 3e plus grande usine d'épuration au monde. Au monde! Quand même. Oui. Wow. Et là, on est en train de mettre... Oui, il y a à peu près... Il y a 4 millions de coliformes fécaux par 100 millilitres d'eau qui rentrent à l'usine. Okay. Juste pour comparaison, pour se baigner, on a besoin d'en avoir moins de 200 par 100 millilitres. Okay. Il y en a 4 000 quand ils rentrent. Quand l'eau sort en ce moment, c'est 1 million de coliformes qui sortent. C'est encore trop. Alors, en ce moment, on est en train d'installer une immense usine d'ozonation qui va être la plus grosse usine au monde de loin. Et ça va enlever 99 des bactéries de l'eau et jusqu'à entre 86 et 95 de tous les virus et de tous les produits émergents. Vous savez, les hormones qui sont... Oui, parce que c'est un problème au niveau de l'eau. Absolument, et au niveau de toute la biodiversité dans le fleuve. Alors ça, ça devrait être en fonction à 2025. Alors on est très, très fiers de cet investissement-là. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, que l'eau de Montréal est un système combiné. Okay. Alors, ce qui veut dire, c'est que toute l'eau de pluie qui tombe est envoyée dans l'égout sanitaire. Alors, normalement, la ville, quand il n'y avait pas de pluie diluvienne comme on a de plus en plus, mais elle était capable de supporter cette eau-là. Mais maintenant, depuis quelques années, elle n'est plus capable de supporter. Il y a un trop-plein. On constate, on le vit. Oui, c'est ça. Alors, l'eau, ça déborde. Et pour pas que ça déborde trop, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre les valves autour de l'île et ça sort dans le fleuve quand il y a trop de pluie. Oui. Mais là, il y a tellement de pluie en même temps que même si on ouvre toutes les valves, ça remonte. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors là, il faut travailler pour dire, bon, l'eau de pluie qui tombe, c'est de l'eau propre, c'est de l'eau qui est belle, c'est de l'eau qui ne dérange pas si elle ne va pas dans les maisons. Puis si on ne veut pas l'envoyer dans les égouts, on veut la capter sur le sol et faire ce que les ruisseaux faisaient avant. Ils nourrissaient les plantes, ils faisaient vivre les animaux. Alors, comment qu'on peut maintenant aménager la ville pour garder cette eau de pluie en surface? Donc, c'est comme de recréer ces petits ruisseaux-là? Oui, de recréer les ruisseaux urbains, recréer des étangs, recréer des petits lacs sur la ville. Alors, il va falloir qu'on change un peu, qu'on s'adapte, mais c'est une des raisons pourquoi la Ville de Montréal a acheté beaucoup d'espaces verts ces derniers temps. Oui. On a mis des millions là-dedans. Et c'est pour ça que le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal est lié avec la gestion de l'eau. Parce qu'il va falloir qu'on intègre tout le temps le petit ruisseau à notre aménagement. Un petit ruisseau, comment ça s'intègre dans un aménagement urbain? Le parc Pierre-Dansereau en est un bon exemple. En fait, ici, c'est le premier parc résilient de Montréal qui a été créé en 2020, qui vise à capter les eaux pluviales lors des pluies très intenses pour réduire les impacts sur la collectivité, parce qu'on sait que les pluies très intenses vont arriver de plus en plus souvent du fait des changements climatiques. Fait qu'une des solutions qui est préconisée, c'est d'intégrer l'aspect gestion des eaux pluviales à l'intérieur même des aménagements urbains. Fait que ce soit des infrastructures vertes sur rue, mais surtout dans des grandes superficies du domaine public, places publiques, parcs, bien, on essaye d'aménager autrement nos parcs pour pouvoir avoir des aires de captation puis de retenue des eaux pendant quelques heures, le temps que les égouts se libèrent, puis ensuite l'eau retourne à l'égout, plutôt que de poursuivre sa route vers généralement des bâtiments. Puis là, on voit aussi tous les problèmes de refoulement et d'inondation que les gens subissent. Oui. Fait que c'est ça qu'on essaye d'éviter. Fait que c'est un très beau parc. S'il pleuvait très fort, présentement, j'aurais de l'eau
jusqu'aux À ce cuisses point-là, à peu ah oui, près. OK. là. Donc, Oui. ce sol-là, avec c'est- tous les cailloux par Oui. terre, il y a l'eau qui s'accumule. Ici, c'est un bassin de rétention, vous le Oui, disiez mais c'est tantôt. aussi une aire de jeu pour enfants. OK. C'est ça qui est fantastique, c'est qu'on repense autrement les parcs. En fait, c'est qu'on essaye de faire en sorte que l'eau devienne une opportunité dans l'aménagement urbain, de voir ça non pas comme une contrainte, une nuisance. Puis ici, à Pierre-Dansereau, c'est le premier espace pour certaines catégories de pluie très intenses. Mais si vraiment il y a un très, très gros déluge, ça déborde encore plus loin à l'intérieur du parc, puis il y a une plus grande superficie encore inondable. Fait que, de toute façon, il n'y a personne dans le parc quand il y a ce type de Généralement pluie. Oui. Puis, au bout de quelques heures, ben, le parc retrouve l'usage qui est attendu par les citoyens. Fait que c'est vraiment... Et donc, on ajoute une nouvelle fonction au parc, on multiplie les co-bénéfices qu'on appelle. Oui. Puis, ça coûte moins cher à la ville aussi, généralement. Parce que sinon, autrement, on serait obligé de faire un bassin souterrain. Notre objectif, c'est de réduire les impacts des changements climatiques pour la collectivité. Il n'y aura jamais de risque zéro. Le réseau d'égouts lui-même ne pourra jamais Ça se suffire. peut pas. Ça Puis existe ça pas. coûterait énormément cher, tout remplacer tout ça. Fait que c'est vraiment dans notre stratégie. Fait qu'on a déjà 2 parcs, une place publique sur le plateau avec Fleur de Macadam. Oui, il y a Mais ce on parc-là, a, effectivement. dans nos cartons, pour les 7 prochaines années, à peu près une quarantaine de projets qui sont en cours d'évaluation. Il y a 2 autres parcs déjà en construction. Fait que présentement, on a à peu près l'équivalent de à peu près une demi-piscine olympique, là, déjà, en termes de volume d'eau. Ce qui est quand même Oui. grand. Oui. Puis Donc- à travers ça, bien, on multiplie toutes les petites infrastructures vertes sur les rues. Donc, on repense notre aménagement. On essaye de faire du beau, d'améliorer en même temps la qualité de vie. Oui. Fait que les gens voient, puis ce qui est nouveau, c'est qu'ils voient les investissements que la ville fait dans la gestion des eaux pluviales. Auparavant, bien, c'était des tuyaux, des bassins. Alors On le voit que là, pas. c'est des Alors, beaux aménagements, c'est de oui. la verdure en plus, c'est des espaces de Ben, jeu comme ces Écoutez, ça parcs-ci. contribue à la biodiversité. Absolument. Je veux dire, ça contribue à la qualité de vie. La meilleure façon de réduire, c'est de réduire à la base, donc à l'utilisation. Oui. Donc, le citoyen peut très bien faire un choix d'utiliser des produits qui sont biodégradables plutôt que des produits chimiques, que ce soit pour les produits corporels, le maquillage, les produits ménagers aussi pour l'entretien de la maison. Le choix du produit biodégradable demeure le choix le plus raisonnable si on veut maintenir la protection de l'eau dans les milieux naturels. Tout produit pour le corps ou ménager, on se dit, bien là, on l'utilise, puis on ne pense pas à après où est-ce que ça se retrouve au final. De même que pour les microparticules de plastique, on parle même de nanoparticules maintenant de plastique. C'est dans les vêtements, c'est dans les couvertures qu'on lave à la maison, tous les produits qu'on met dans la laveuse. Exactement. Donc, toute l'utilisation des produits de plastique vont générer généralement pendant la lessive des microparticules de plastique. En Europe, ils ont passé un règlement justement pour obliger les producteurs de machines à laver d'installer un filtre à microparticules de plastique. Et au Canada, c'est toujours pas une obligation. Donc, les machines à laver qui sont vendues ici au Canada ne sont toujours pas munies de ce filtre-là. Donc, peut-être qu'on pourrait juste demander à nos gouvernements de rendre cette technologie-là obligatoire. Et puis, de même, tous les électroménagers qui sont utilisés en Europe, règle générale, consomment moins d'eau. Comment se fait-il qu'au Canada, on a encore des gros électroménagers qui consomment beaucoup d'eau, alors qu'on le sait que même si on a une ressource en eau qui abonde au Québec, il y a des stress hydriques, il y a des pénuries d'eau qui commencent à se faire sentir dans certaines régions du Québec, puis autant que la qualité de l'eau importe, que sa quantité également. Parce que même si on a une autre qualité, si elle n'est pas en quantité suffisante pour nos besoins de base à chaque jour, on aura des problèmes également. Alors, pourquoi tu nous as amenés ici? Bon, on se retrouve actuellement au Bois des Pères, qui se retrouve dans l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie, en bordure des Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Puis, je vais vous amener ici parce que c'est un des rares espaces naturels, des boisés, qui restent dans l'est de Montréal, essentiellement. De ce que j'ai compris, c'est que l'important est que c'est un milieu humide qui a été préservé, entre autres. Absolument. En fait, c'est ça. Donc, on ne le voit pas ici actuellement, mais ces boisés possèdent encore un petit tronçon de rivière, dans le fond. Je ne sais pas si les gens le savent, mais sur l'île de Montréal, il y avait environ 250 rivières qui coulaient en surface lorsque Jacques Cartier est arrivé.
Aujourd'hui, il en reste quelques-uns. Puis ici, on voit un petit morceau d'une rivière qui descendait autrefois du Mont-Royal, qui passait à travers le parc Maisonneuve et qui s'en allait vers les ruisseaux de la Grande Prairie qui arrivent au fleuve au niveau de la rue Notre-Dame dans le coin de l'Assomption Sud. Alors, des milieux comme ici, c'est vraiment important pour la gestion de l'eau. Absolument, c'est vraiment important. Il n'y a pas assez d'espaces verts à Montréal. Les espaces qui ne sont pas minéralisés, donc qui ne sont pas couverts d'une couche d'asphalte ou de béton, c'est des espaces qui permettent la percolation de l'eau vers les nappes phréatiques. Donc là, par percolation, tu veux dire... La percolation, c'est tout simplement l'infiltration de l'eau dans le sol. Donc, on a tous déjà arrosé un gazon, on voit l'eau disparaître naturellement. Ça, c'est une fonction naturelle du sol. Le sol, il a l'air compact, mais il respire aussi. C'est par ces pores-là que l'eau, finalement, elle va s'infiltrer et ça va assurer justement que les nappes phréatiques, donc le réservoir d'eau qui se retrouve de manière souterraine un peu partout, là, vont alimenter régulièrement et cette eau-là, évidemment, elle va rendre des services à l'ensemble de la vie sur le territoire montréalais. Et aussi parce que, comme tout est relié, évidemment, ces milieux naturels-là, ça permet de projeter de l'ombrage. Il y a l'évapotranspiration des végétaux aussi. C'est un beau petit terme pour dire que les végétaux respirent puis ils suent, ils transpirent. Et cette humidité-là, ça contribue aussi à apaiser la sensation de chaleur lors des périodes de chaleur extrême. Lorsqu'il y a trop d'eau dans le système aussi, une des conséquences les plus néfastes, je dirais, c'est ce qu'on appelle les surverses. Donc, trop d'eau, surverse. Okay. Trop d'eau dans le système, ça fait que le système ne les gère plus, donc on la relâche tout simplement dans le fleuve Saint-Laurent avec tous ces polluants. Et les conséquences pour la vie, justement, dans un autre milieu aquatique comme le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est les polluants qui sont déversés qui sont problématiques et non pas l'eau en tant que telle. Exactement. OK. Mais c'est ça. Si on avait plus de milieux qui sont déminéralisés, ces événements arriveraient de façon beaucoup moins régulière. Parce que la percolation vers la nappe phréatique permet une certaine filtration de cette eau-là, une filtration naturelle. Exactement. Une filtration naturelle, on n'a pas besoin d'intervenir en tant qu'être humain. C'est la nature qui s'en occupe d'elle-même. Donc, on est devant la biosphère aujourd'hui pour parler d'un phénomène qui est de plus en plus courant au Québec, donc les inondations, mais surtout pour parler des solutions d'adaptation à ces changements-là. Oui, en fait, on pourrait même parler plutôt de stratégie ou de mesure plutôt que de solution. Parce que souvent, quand on parle de solution, on voit ça comme une stratégie qui est définitive, qui règle tous les problèmes. Tandis que quand on parle de stratégie ou de mesure, en fait, c'est des stratégies qui nous permettent d'être mieux prémunis pour faire face à l'inondation. Puis quand on parle d'inondation, on ne fait pas juste parler d'inondation en eau libre, donc les rivières et le fleuve. On parle aussi d'inondation urbaine. On peut aussi parler de refoulement d'égouts. On peut parler de défaillance dans une maison comme un bruit de tuyau, donc tous les dégâts causés par. Et c'est quoi alors les stratégies qui peuvent être employées pour pallier à ça? En gros, il y a deux postures face aux inondations. Il y a soit l'éviter ou soit lui faire face. Si on choisit de lui faire face, on peut soit décider d'accueillir l'inondation, donc permettre l'eau d'entrer dans une résidence, par exemple, de manière contrôlée, ou encore résister à l'inondation, donc accepter que la maison soit exposée à l'inondation, mais on met plusieurs dispositifs en place pour que l'eau n'entre pas à l'intérieur. Je comprends. Et puis là, quand on parle, par exemple, de laisser entrer l'eau dans notre maison, c'est un concept un peu particulier à entendre. On dirait que d'emblée, je te dirais, j'ai pas le goût que l'eau rentre dans ma maison. Donc, c'est quel genre de système qui fonctionne pour ça? Différentes façons de le faire. En fait, c'est une approche qu'on voit surtout en Europe, là où il y a des maisons en maçonnerie, où aussi les villes sont très vieilles et sont construites différemment, où il y a beaucoup d'eau, de ruissellement aussi. Donc, ce qui permet, en fait, il y a des petites ouvertures qu'on appelle des évents d'inondation qui sont posés sur le bâtiment pour permettre l'eau de circuler dans certaines pièces du bâtiment. Ce que ça fait, en gros, c'est que la pression sur la structure est diminuée. Donc, il y a moins de risques d'effondrement ou d'affaissement. Et quand on parle d'éviter l'inondation, est-ce que ça veut dire de se localiser ailleurs? Est-ce que ça veut dire... Ça, c'est surtout une stratégie, dans le fond, qui va être adoptée pour ceux qui sont dans les zones de grand courant, donc où la récurrence aussi d'inondation est plus grande, où les débits sont plus grands, donc où il y a un risque extrême pour les personnes et aussi les bâtiments. Donc, on peut soit délocaliser la maison ou encore, on peut l'élever. Donc, il y a différentes stratégies architecturales, dont les pieux, les pilotis. On peut aussi rehausser la fondation. C'est
des techniques d'adaptation qui sont beaucoup plus lourdes. Donc, on doit faire affaire avec des architectes et aussi des ingénieurs pour mettre en place ces stratégies-là. Et donc, là, ça me semble quand même des étapes, je ne veux pas dire complexes, mais disons pour moi qui voudrais adapter peut-être mon domicile ou ma maison, quelles seraient les étapes à suivre pour moi si je veux adapter? La chose la plus importante dans l'adaptation, en fait, des bâtiments, le premier objectif, c'est la mise en sécurité des personnes. Donc, il faut s'assurer qu'en cas d'inondation, en cas de tout aléa climatique, d'une certaine façon, on a une trousse de survie de 72 heures. Donc, peu importe ce qui arrive, la première chose à penser, c'est d'avoir, en cas de coupure de courant, par exemple, avoir des denrées qui nous permettent de subsister pendant 72 heures. Ça fait quand même partie d'une stratégie d'adaptation. C'est la base, en fait, pour la résilience des personnes. Pour ce qui est du bâtiment, c'est certain, tout dépendamment des types d'inondations auxquelles on est exposé, qu'on soit sur le bord d'une rivière ou en milieu urbain, les mesures à adopter ne sont pas les mêmes. Mais ce que je dirais, la chose la plus importante, en fait, au Canada, en général, c'est les inondations de sous-sol. Donc, ça pourrait être la base. C'est de penser nos sous-sols pour qu'ils soient plus résilients. On peut utiliser des bétons polis au sol. Oui. Il peut y avoir des murs en céramique. En fait, on peut penser à une piscine. Donc, comment qu'une piscine Oui, est construite? Donc, si l'eau entre dedans, la piscine survit après. Donc, on peut penser aussi à nos salles de bain qui sont faites pour vivre avec l'eau, pour accueillir l'eau, justement. Est-ce que chez Architecture sans frontières Québec, vous avez des outils qui sont disponibles pour les citoyens? Oui, depuis 2021, on a un programme qui est mis en place qui s'appelle Résilience Julienne, dans lequel on fait différentes recherches. On a fait une revue de littérature, en fait, tous les meilleures pratiques en adaptation. Ça, c'est un document qui s'appelle Cohabiter avec l'eau, qui est disponible sur notre site Internet. Justement, là-dedans, on fait un portrait de la connaissance, sur les différentes manières de s'adapter aux inondations, d'adapter les bâtiments aux inondations aussi. C'est quoi les paramètres qu'il faut regarder dans le choix des stratégies. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour tenter d'aider la cause? Bien, d'abord, il faut porter attention à tout ce qu'on consomme. Majoritairement dans l'alimentation. 70 de l'eau mondiale est utilisée en agriculture. Et pourtant, on le sait, 50 de ce qu'on produit est gaspillé, n'est pas consommé. Déjà, si on réduisait ce 50 de gaspillage alimentaire-là, on réglerait dans beaucoup de cas le problème de pénurie d'eau. Tenter de consommer aussi un maximum des produits qui sont locaux. Quand on arrive à l'épicerie, prendre un moment pour regarder d'où proviennent ces produits-là. Les oranges qui proviennent de la Californie accentuent le problème de pénurie d'eau en Californie parce que l'eau est utilisée pour l'agriculture. Donc, les citoyens qui sont sur place, qui manquent d'eau, le savent très bien, eux, que leur eau, où va-t-elle? Elle va dans les produits de consommation qui nous sont vendus ici. Le Chili a vécu 12 étés de grande sécheresse. En 2022, ils ont été obligés de rationner l'eau pour chaque Chilien, alors que 90 de leur eau est utilisée pour les produits d'exportation, les raisins, les pommes que nous consommons ici. Donc, en tant que citoyens, nous avons un devoir, c'est de faire des choix sensés au magasin, réduire sa consommation à la base, mais également favoriser l'agriculture d'ici avec nos ressources d'ici. Nous avons suffisamment d'eau sur le territoire pour s'assurer une souveraineté alimentaire et nous devons le mettre de l'avant, ne serait-ce que pour réduire la pression qu'on met sur la communauté internationale. En termes de consommation d'eau, est-ce qu'on peut faire confiance à l'eau qui est desservie par nos villes, nos municipalités? Tout à fait. Les municipalités du Québec ont des installations de traitement d'eau potable. C'est réglementé. Donc, les niveaux de qualité doivent être soumis à plusieurs tests par jour. Donc, oui, on peut avoir confiance en cette eau-là et on doit avoir confiance parce que, économiquement parlant et en matière de protection de l'environnement, c'est le choix sensé. Donc, une bouteille d'eau de 1 litre demande déjà 1000 fois plus d'argent à consommer qu'1 litre d'eau qu'on aurait pris au robinet, mais a également demandé 1 litre d'eau pour sa fabrication et pour son transport, en plus de 1/3 de litre de pétrole. Donc, l'empreinte carbone d'une bouteille d'eau est quand même assez impressionnante, en plus du coût économique. Donc, ce n'est pas un choix sensé pour le contenant comme tel, mais en plus,
Ça a été prouvé, il y a plusieurs études qui ont été faites sur l'eau embouteillée. Il y a de la présence de microparticules de plastique dans cette eau. Donc, l'eau n'est pas de meilleure qualité que celle qui nous est servie à notre robinet. Il y a à peu près 50 des eaux embouteillées du Québec qui proviennent des réseaux de distribution municipale. Donc, Coca-Cola, Pepsi et Nestlé sont branchés sur le réseau municipal de l'île de Montréal. Donc, si vous achetez une bouteille d'eau de la marque Coca-Cola, exemple, et que vous êtes présent sur l'île de Montréal, vous allez consommer plus ou moins le même produit que si vous allez à la fontaine publique. Il y a de plus en plus de municipalités qui mettent à disposition des fontaines dans les parcs ou même des fontaines dans des endroits publics à l'intérieur pour la saison hivernale où on doit fermer les fontaines. Donc, on tente un maximum de rendre cette eau-là accessible. Elle est gratuite. On doit en être fiers au Québec parce que c'est pas partout sur la planète où les citoyens ont accès à ça. Donc, oui, moi, j'encourage fortement les gens à consommer l'eau municipale plutôt que l'eau embouteillée. L'eau embouteillée que finalement on paye 2 ou 3 fois parce qu'on paye pour la filtration de l'eau qui se retrouve à l'intérieur et on paye pour le contenant ensuite. Puis l'eau, c'est une ressource qui a été, qui est en fait une ressource collective. Donc, c'est un bien commun québécois. Ça appartient à l'ensemble des Québécois et Québécoises. Et à partir du moment où une industrie prélève de l'eau pour l'embouteiller et la vendre, elle s'approprie notre ressource collective pour en faire des profits qui, eux, sont bien individuels. Chez Eau Secours, on avait demandé en 2018, en fait, justement, de connaître les quantités d'eau qui sont prélevées par les grands embouteilleurs d'eau. Puisque c'est une ressource collective, on considère que les Québécois devraient être en mesure de connaître la quantité d'eau qui est prélevée par les embouteilleurs d'eau. Malheureusement, on ne nous a pas donné ces chiffres-là. Donc, en mars 2022, on est allé en appel et puis on a perdu. Donc, au Québec, encore aujourd'hui, les quantités d'eau prélevées de notre ressource commune sont un secret commercial et nous ne connaissons pas ces chiffres-là. Donc, nous espérons que le gouvernement viendra à combler ce gros manque parce que, avec ce type de décision, on préfère protéger les intérêts commerciaux plutôt que la ressource qui se veut commune. C'est vraiment intéressant, Rebecca. Je te remercie beaucoup pour ces conseils qui sont quand même applicables. On peut faire quelque chose, on peut faire une différence ensemble. Oui, tous ensemble, on doit faire une différence parce que malheureusement, on ne pourra pas vivre sur manque d'eau.